Caméra au point, une Arriflex 35 mm à 3 objectifs pour changer rapidement de focale, les opérateurs du service cinématographique des armées sont de toutes les opérations en Indochine. André Lebon, Lucien Millet, Georges Koval ou encore Pierre Schoenderfer sillonnent les rizières, la brousse et la jungle aux côtés des combattants dont ils sont chargés d'immortaliser la geste. Ce ne sont pourtant pas seulement des témoins et encore moins des journalistes, mais bel et bien des soldats de l'image. À 23 ans, Pierre Schoenderfer, qui rêvait de devenir cinéaste, découvre dans la presse la fin tragique de Georges Koval en mars 1952 et décide de tenter sa chance. Il s'engage pour couvrir le conflit indo-chinois et revendique ce statut de soldat. On était des leurs, partageant la même ration, la même pluie, le même soleil et les mêmes balles. Ça m'a marqué pour le restant de mes jours, confiera plus tard le cinéaste, qui depuis la 317e section sortie en 1965, ne cessera de rendre hommage à ses camarades, de dresser le portrait de l'homme en guerre, dans sa tension, son attente et son sacrifice. Les images tournées par les opérateurs, parfois d'une grande beauté, serviront à alimenter des films d'actualité dont le but est d'expliquer la guerre aux Français, de la justifier, de la légitimer. À quoi bon remporter une victoire si personne ne le sait, dira le général Delattre, qui s'emploie à promouvoir les services de communication de l'armée. Mais les Français s'en moquent. Ce conflit, à 13 000 km de la métropole, les laisse tout simplement indifférents. La bataille du Dé-Contraint, elle se solde par une saignée profonde pour le Viet Minh. 6 000 des siens sont hors de combat. Les trois couleurs flottent à nouveau sur le rocher de Ninh Binh, sur lequel Bernard Delattre trouva la mort. Les pertes de l'ennemi se chiffrent à 1200 tués et 3200 prisonniers. 600 villages sont libérés du joug Viet Minh et 400 000 personnes se rallient sous notre protection après l'élimination des cellules politico-militaires communistes. Comme la Seconde Guerre mondiale était simple à comprendre, il fallait alors libérer la France de l'occupation allemande, libérer l'Europe de l'oppression nazie, avec le soutien enthousiaste des populations qui adressaient leur plus beau sourire à la caméra. En Indochine, rien ne sera aussi simple. Et pourtant, au départ, tout paraît facile à comprendre. Depuis la capitulation de l'Allemagne en mai 1945, il ne reste plus qu'à vaincre le Japon pour terminer la guerre et récupérer l'Indochine, dernier territoire français encore occupé. Aujourd'hui, l'Indochine est opprimée. La France doit à son prestige de reconquérir cette terre fidèle, si fortement marquée par son génie colonisateur. Pour accomplir cette tâche, un corps expéditionnaire est créé et dirigé vers la colonie en septembre 1945. À sa tête, le général Leclerc, qui entre dans Saïgon le 5 octobre au milieu d'une foule en délire. Les opérateurs ont l'impression de revivre la libération de Paris. Sous la pluie torrentielle, Leclerc descend même de sa Jeep pour goûter le bain de foule en même temps que la douche tropicale. Le lendemain, tout Saïgon est venu l'écouter. Les problèmes qui restent à résoudre seront résolus, je vous l'affirme. Nous avons célébré la victoire à Paris, à Strasbourg et à Berchtesgaden. Nous la célébrerons aussi à Saïgon et à Hanoï. Mais il est déjà trop tard. La France n'a plus toutes les cartes en main et une série de désillusions attend le corps expéditionnaire. Les soldats de l'image, comme les autres, partaient avec des idées simples. Combattre le Japon et libérer l'Indochine. Mais ils arrivent dans un pays compliqué et ne comprennent pas la situation. L'Empire du Soleil Levant a capitulé le 2 septembre 1945, mais les quelques 100 000 soldats japonais, qui ont conservé leurs armes, maintiennent toujours l'ordre dans la colonie. Ce n'est qu'en février 1946, à la veille de leur rapatriement, qu'ils accepteront la reddition en remettant des sabres symboliques aux Occidentaux. Au sud, à Saïgon et dans la Cochinchine, les troupes britanniques sont arrivées avant les Français. Au nord, à Hanoï et dans le Tonkin, ce sont les Chinois qui occupent le pays. Et pour couronner le tout, le communiste Ho Chi Minh, leader de la Ligue nationaliste du Viet Minh, a proclamé l'indépendance du Vietnam le 2 septembre, le jour de la capitulation japonaise. Nous voulons tous l'indépendance de notre pays. Le mot Vietnam, c'est l'ancien nom de notre pays. Le Viet Minh, c'est un nom abrégé de Vietnam Doc Loc Dong Minh, c'est-à-dire la Ligue pour l'indépendance du Vietnam. Qui est l'ennemi? Les militaires qui venaient faire la guerre au Japon se retrouvent aux prises avec les partisans du Viet Minh,
que l'on présente aux soldats comme des bandits, des pirates et des rebelles, quand la propagande Viet Minh, elle, parle de résistants. Mal à l'aise, l'armée qui se pensait libératrice se découvre de plus en plus comme une force d'occupation. L'affrontement est cependant évité durant une année, grâce aux efforts de Leclerc, persuadé que la solution ne peut être que politique. Et de Ho Chi Minh qui a besoin de s'entendre avec les Français pour se débarrasser des Chinois qui pillent le Tonkin. Il vaut mieux renifler encore quelque temps les excréments des Français plutôt que de vivre plus longtemps encore sous ceux des Chinois, dira Ho Chi Minh en privé. Le 24 mars, en baie d'Along, Ho Chi Minh est même reçu cordialement par le haut-commissaire Thierry d'Argentlieu, qui représente la France. En réalité, c'est un exercice d'intimidation, un grand étalage des forces navales françaises que les caméramans filment par avion pour en accroître l'importance. Nous voulons que la collaboration entre nos deux peuples soit libre, loyale et fraternelle. Nous voulons des collaborateurs, des amis, des conseillers, mais non des maîtres qui nous exploitent et nous oppriment comme avant. Je suis sûr que nous y arriverons. Quand les Japonais, les Chinois et les Britanniques quittent la région, les Français et le Viet Minh se retrouvent face à face et la guerre est inévitable. En décembre 1946, Ho Chi Minh en appelle au soulèvement populaire pour chasser les Français. La guerre d'Indochine commence. Mais où est l'ennemi? Partout et nulle part à la fois. Pour les soldats qui ont connu la guerre de mouvement en Europe, les batailles classiques et une distinction claire entre civils et combattants, la découverte de la guérilla est un choc. Les soldats du Viet Minh se dérobent. Ils disparaissent dans la nature, ils frappent en embuscade. Ils usent le moral des Français. Les soldats de l'image, tout à la fois acteurs et témoins, filment une guerre sans front ni arrière, dans laquelle les belligérants sont imbriqués l'un dans l'autre comme les cheveux dans un peigne, selon la formule du général Giap, le chef de l'armée populaire vietnamienne. Ils montrent des soldats français toujours sur leur garde, rarement attaqués directement mais souvent harcelés, qui se méfient des hautes herbes qui peuvent facilement cacher quelques mauvaises surprises, qui tirent au hasard pour se rassurer et arrosent fébrilement les berges des fleuves de leurs vedettes. La nuit, dans les postes isolés, les jeunes engagés, toujours sur le qui-vive, tirent au moindre bruit. Et des bruits, la jungle n'en manque pas. Lentement, la peur use les constitutions les plus robustes. C'est bien l'affrontement entre le tigre et l'éléphant promis par Ho Chi Minh. Le tigre devant attaquer sans cesse, épuiser et finalement vaincre l'éléphant. Ne cherchez pas d'ennemis sur ces images du service cinématographique, car il est invisible. Il tire quelques cartouches, toujours par surprise, puis décroche aussitôt en profitant de sa parfaite connaissance du terrain. S'il n'apparaît pas sur l'écran, c'est qu'il se terre comme d'habitude quand il n'est pas en force et qu'il attend la nuit pour bouger. Drôle de guerre pour le cinéaste André Lebon, à la recherche de l'ennemi introuvable et qui ne sait quoi filmer. Tu marches pendant des heures et il ne se passe rien, confie-t-il désabusé. Du Viet Minh, il faudra se contenter de montrer quelques prisonniers débusqués de leur cachette et quelques cadavres. Mais si l'on montre des morts côté vietnamien aux actualités, on ne montre pas de morts français, pas même de blessés. C'est une guerre propre avec 0 mort côté français, du moins à en croire les images montées par les spécialistes. À regarder de plus près, dans les rushs tournés par les opérateurs, on s'aperçoit bien évidemment que le corps expéditionnaire compte lui aussi son lot de blessés et de morts. Mais il ne faut pas le dire à la métropole.
Tout juste lui montrera-t-on des hélicoptères qui s'en vont prendre en charge des blessés bien convenables pour les rapatrier dans les hôpitaux d'Hanoï ou de Saigon. La patrie doit savoir que le sang de ses enfants est économisé. La patrie doit savoir. Et pourtant, elle s'en moque pas mal. Ce qui intéresse les Français, c'est le prix du pain, le taux d'inflation, la reconstruction, mais pas ce conflit si lointain et si peu glorieux malgré les efforts des opérateurs pour en exalter l'héroïsme. Contrairement à ces images qui nous montrent un corps expéditionnaire bien équipé, lourdement armé de canons, de chars, de bulldozers, d'avions, d'hélicoptères, de navires de combat, la réalité est tout autre. La plupart des navires qui amènent les troupes en Indochine sont prêtés par la Grande-Bretagne. Les avions sont des bombardiers B-26, des transporteurs Dakota cédés par les États-Unis. L'Indochine concentre enfin dangereusement les moyens militaires français. 40% des officiers et 80% des sous-officiers. 50% des forces navales françaises y sont envoyées. La défense de la métropole, à l'heure de la guerre froide, est sacrifiée au profit d'un conflit qui met l'armée française au bord de la rupture. Pourtant, le corps expéditionnaire manque de munitions et surtout il manque de renforts. En 1946, Leclerc estimait qu'il fallait 500 000 hommes pour tenir le pays. Or, en 1950, il y en a seulement 170 000, dont plus de la moitié sont des soldats coloniaux. Tirailleurs algériens ou tunisiens, tirailleurs sénégalais ou encore supplétifs vietnamiens. Le pouvoir politique qui ordonne la guerre est avare de ses deniers et de ses hommes. Pour la dernière fois, comme à Verdun, des Français, des Nord-Africains, des Africains et autres soldats de l'Empire vont se battre côte à côte. De son côté, la propagande Viet Minh invite les troupes coloniales à déserter et à se rebeller. Avec 400 Nord-Africains et une centaine de Sénégalais ayant faussé compagnie à l'armée française, on ne peut pas vraiment parler de succès pour le Viet Minh. Mais combien de coloniaux sont-ils lentement gagnés par l'idée subversive d'indépendance ? Des désertions, il y en a aussi parmi les Français. Peu en réalité, moins de 300. Pour la plupart, des militants communistes qui s'étaient engagés en 1944 contre l'Allemagne, avaient rempilé en 1945 contre le Japon et qui finissent par allier le Viet Minh. On les appellera les soldats blancs d'Ho Chi Minh. Pour disposer de troupes nombreuses, il y aurait bien la solution d'utiliser le contingent, comme le réclament certains généraux, mais le gouvernement refuse absolument. Seuls les engagés iront crapahuter dans les montagnes tonkinoises ou les plaines marécageuses cambodgiennes, par période de 27 mois. Pourquoi faire cette guerre si on ne l'assume pas et si l'on ne s'en donne pas les moyens ? Il y a des heures où nous sommes si découragés que nous avons envie de tout abandonner, écrit un sergent à sa femme. Très vite, les combattants d'Indochine comprennent que cette guerre est ingagnable militairement et que l'issue du problème ne dépend pas d'eux. Ils tiendront parce que c'est leur métier et qu'ils se sont engagés pour se battre, et par goût de l'aventure. Comme ces parachutistes qui symbolisent l'esprit de corps porté au paroxysme. Lyrique, la propagande de l'armée n'hésite pas d'ailleurs à présenter les paras comme des surhommes. Quel est cet homme ? Il a suivi, avec tant d'autres, l'entraînement sportif intense des troupes d'élite. Il a appris à être un homme au corps rompu à toutes les difficultés, à tous les efforts.
Après cet entraînement qui a fait de lui un combattant de choc, il a connu la minute poignante du saut d'opération. Il a participé à ses progressions dans la jungle tropicale, à ses coups de main, où il a appris à secourir aussi bien ses ennemis que ses frères d'armes, à ses débarquements amphibies sur les plages exotiques. Mais il connaît aussi la beauté et la grouillante activité de l'Asie, sa culture raffinée, ses cérémonies religieuses, ses rites. Vous pouvez être cet homme. Devenez parachutiste colonial. Virilité, action, exotisme, il y a de quoi vouloir s'engager. Mais la réalité est parfois moins exaltante. L'armée française ne semble pas avoir de stratégie claire, et c'est la valse des généraux au poste de commandement en chef. Pas moins de 8 chefs entre 1946 et 1954. Alors qu'en face, le cap de la guerre révolutionnaire est fixé sans faiblir par Ho Chi Minh et le général Giap. Le commandement de l'âtre de Tassigny ne sera qu'une parenthèse. Après avoir remporté 3 victoires sur les soldats de Giap, le roi Jean, comme l'appellent affectueusement ses hommes, doit rentrer en France, épuisé par la maladie et miné par la mort de son fils Bernard, tué au combat. Pour sensibiliser l'opinion, l'armée crée les magazines Indochine Terre Française et Caravelle, largement illustrés par les images de Jean Petit, Pierre Ferrari ou encore Jean Perrault. Mais la France s'en fiche, et la presse ne consacre au mieux que des entrefilets à l'Indochine. Par anticolonialisme et solidarité avec Ho Chi Minh, le puissant parti communiste refuse de voter les crédits de guerre et organise des manifestations. Les dockers de la CGT et les cheminots refusent d'acheminer le matériel militaire ou de l'embarquer. Ne vous fiez pas à ces images de soldats embarquant joyeusement à Marseille au son de la fanfare et saluant les badauds ou les familles à quai. Souvent, les engagés embarquent sous la protection de la police et sous les insultes des dockers. Fascistes, assassins. Et quand ils débarquent, ils sont accueillis par les graffitis du Viet Minh que les opérateurs filment furtivement. Dans ses vœux aux soldats du corps expéditionnaire, en janvier 1946, le général Leclerc avait déjà senti le malaise. Soyez sûr que le pays, souvent mal informé aujourd'hui, vous en exprimera demain sa reconnaissance. Mais il se trompait. Si l'armée est sans véritable stratégie et sans réel soutien, ses opérateurs cinématographiques sont pour leur part sans instruction claire. Ils jouissent donc d'une liberté presque totale et peuvent filmer ce qu'ils veulent. Fascinés par un pays qu'ils découvrent et des populations dont plus d'un tombe sincèrement amoureux, ils se livrent à d'étonnants reportages ethnologiques. Grâce à Lucien Millet et Gérard Py, les Français sauront tout sur la récolte du riz, sur son battage par des bœufs ou par les hommes. Ils découvriront les mœurs de l'ethnie des Méos, leur culte des esprits, leur danse, leur habitude de sacrifier un animal pour guérir un malade. Ils pénétreront avec la même curiosité exotique le quotidien de l'ethnie Moy, leur nature pacifique et leurs femmes au sein nu. Les opérateurs seront charmés par les danses et les chants de l'ethnie Thaï. Ils découvriront émerveillés la prodigieuse cité d'Angkor au beau milieu de la jungle Khmer. Au beau milieu de la jungle Khmer.
Comme on semble loin de la guerre, avec ces 12 jeunes filles venues se recueillir dans une pagode au bord de l'eau, avec ces bons imperturbables et leurs gestes millénaires. Mais en s'attardant sur les populations civiles, la caméra des soldats de l'image ne pointe-t-elle pas l'enjeu même du conflit? La propagande vietmine, elle, va droit au but. Elle montre avec force théâtralité des populations enthousiastes, fanatisées et encadrées par les commissaires politiques, mobilisées pour creuser des trous sur les routes afin de les rendre impraticables aux convois français. Entraînés à l'assaut à la baïonnette, au lancer de grenades et au maniement de la mitrailleuse. Peu importe que cette propagande soit souvent grossière. Peu importe que les assauts de ces paysans soient simulés, cette propagande fonctionne et rend compte d'une réalité, la guerre révolutionnaire dont l'objectif est le contrôle du peuple. Gare à ceux qui ne comprennent pas et continuent à soutenir la France. Ce village brûlé par le Viet Minh en témoigne. Et à voir ces images tournées par les Français, où la population rassemblée d'un village exprime plus sa peur devant les soldats et la caméra que son adhésion, on comprend que la propagande Viet Minh fonctionne. Terrible réalité que les opérateurs du corps expéditionnaire ne cherchent même pas à dissimuler. Les Français se démènent pourtant comme ils peuvent pour justifier la guerre. Utilisant les nombreuses images tournées par les opérateurs, ils commencent par mettre l'accent sur la mise en valeur du pays depuis sa colonisation. Dans le Sud-Vietnam, grâce à des travaux hydrauliques, la superficie agricole s'est accrue et la production de riz avec elle. Les colons ont créé d'immenses plantations d'EVA, pour en retirer le latex qui fera entre autres la grande fortune de l'entreprise Michelin. Ils ont construit des routes, des ports et des villes comme cette étonnante Saïgon, le Paris de l'Extrême-Orient, avec son théâtre, son hôtel de ville, sa cathédrale en briques importée de Toulouse. Et puis il y a l'école. Et surtout les progrès sanitaires, grâce notamment à l'Institut Pasteur qui, basé à Saïgon, Hanoï, Nha Trang et Dalat, a vaincu la variole, fait reculer la lèpre et lutte contre le paludisme. Protéger, conseiller, enseigner, soigner en silence, trop peut-être, voilà notre action, voilà nos bienfaits, voilà notre route coloniale numéro 1. De ce pays rayonnant, des hommes de savoir et de dévouement sont partis sur la route. Ils se sont penchés sur la souffrance pour l'honneur de la science, pour le prestige moral de la patrie. À l'image du grand Pasteur, ils ont servi la cause humaine par les plus hauts dons de l'esprit et les plus généreuses vertus du cœur. Ici, la France. Mais cette rhétorique tourne à vide.
En Indochine comme ailleurs, la colonisation a fait naître un sentiment national qui ne peut plus être contenu. En 1949, avec la victoire en Chine de Mao, qui soutient massivement le Viet Minh, la France change de tactique. Elle proclame l'indépendance du Vietnam, mais place à sa tête un homme qu'elle contrôle, Bao Dai, intronisé empereur du Vietnam. Il n'est plus question désormais de lutte coloniale, mais de la défense du monde libre face au communisme. Quand Votre Majesté m'aura remis l'exemplaire qui porte son auguste signature, l'accord franco-vietnamien prendra date et vie. Ce changement de stratégie permet d'arracher des subventions aux États-Unis pour payer ce conflit qui coûte cher. En 1952, Washington, qui assume déjà 40% du coût de la guerre, en assumera 80% en 1954. Avec l'argent et ce matériel américain qui débarque dans le port des Phong, l'illusion de la victoire renaît. Et les opérateurs s'en donnent à cœur joie pour démontrer l'écrasante supériorité militaire du corps expéditionnaire. Voici les Ducks, sorte de camions amphibies qui peuvent transporter rapidement des hommes en se jouant des contraintes de ce pays de rizières, de rivières et de marécages. Voici les chars Alligator, qui évoluent aussi bien sur terre que dans l'eau. Et les crabes, ces étranges petits blindés qui peuvent foncer à travers la rizière. La plaine des Joncs, au sud de Saïgon, cette zone marécageuse sans aucune route et longtemps restée impénétrable pour les Français, est maintenant quadrillée grâce à ces appareils légers et rapides. Les cinéastes Lucien Millet et Pierre Schonderfer, qui tournent ces images, cherchent évidemment à vanter la supériorité matérielle incontestable des Français. Mais ils font sans le savoir la démonstration de leur inévitable défaite. Ces tankistes se croient en Europe, dans une guerre conventionnelle. Mais quand il n'y a pas d'ennemi en face, ou plutôt quand l'ennemi est partout, sous les traits de cet humble paysan par exemple, qui peut-être participera à un coup de main cette nuit, les chars ne servent à rien. Dans ce conflit asymétrique, la force est démunie quand la population est sous l'emprise de l'adversaire. Le paysan, le Nyakwe, dont le nom deviendra une insulte, offre un double visage. Ami incertain le jour, il est la nuit rallié à la cause du Viet Minh. Les soldats français doivent apprendre à se méfier de tout le monde. Même démonstration de force avec ce reportage sur le groupe Gascogne, qui pilonne une région entièrement soumise au Viet Minh. Le commentaire est aussi triomphant que les images. La plupart des objectifs sont détruits à 80%. Par la rapidité d'intervention et la puissance des coups portés, les groupes lourds prennent une part active à la destruction du potentiel de guerre Viet Minh. Dans les faits, ces bombardements de villages sont un aveu de faiblesse et d'impuissance. Ces hautes régions du Tonkin sont maintenant totalement hors de contrôle, et l'on n'y envoie même plus d'opérations terrestres. Il ne reste plus que la solution du bombardement aérien pour montrer que l'on refuse d'abdiquer. Si l'on veut tenir le terrain dans cette guerre, il faut l'occuper, le cadrer en permanence, et pour cela le matériel lourd est inefficace. Il faut y aller à pied. De toutes les opérations, toujours volontaires pour partir avec les commandos en expédition, le caporal Pierre Schonderfer crapahute dans la jungle avec ses camarades, ou patauge dans la boue parmi les fleurs de lotus. Mais quel calvaire! Comme la caméra à réflexe ne dispose que de 3 minutes d'autonomie,
Schoendoerffer doit emporter des chargeurs et des batteries de rechange. Avec 20 kilos sur le dos, il ressemble à un baudet. Autant dire qu'avec si peu d'autonomie pour un matériel si lourd, on ne filme pas au hasard. Les plans sont courts, nerveux et toujours pensés. Partageant l'épuisement des soldats, les sangsues qu'il faut décrocher des jambes avec une cigarette, la soif, le harcèlement des moustiques, les corps en sueur, les pilules de quinine qui fondent dans les poches et le tabac trempé, Pierre Schoendoerffer livre une vision esthétique de la guerre, compose ses films comme des tableaux, avec des contre-jours et des soleils couchants. D'une guerre oubliée et de soldats perdus, il fait un tableau lyrique. Sur le vif durant le conflit, comme plus tard dans ses longs métrages, il glorifie ses compagnons, malgré leur sueur, malgré leur peur, leurs chaussures engluées dans la boue des rizières. Schoendoerffer filme le quotidien du soldat avec empathie, l'homme en guerre, en gros plan. Ce qui m'a fasciné, ce sont les visages, les regards. Ce n'est pas le talent qui compte, c'est le cœur. Il faut aimer les hommes. Mais sur les films du SCA, la guerre reste insaisissable. On voit bien au loin brûler quelques villages, mais l'on ne verra pas les militaires y mettre le feu. Cette guerre est à la fois propre et sans ennemi. Et pourtant l'ennemi est là, et les représailles françaises répondent à la terreur du Viet Minh. Toujours sur leur garde, les soldats français et leurs supplétifs vietnamiens savent que les agents du Viet Minh sont infiltrés parmi les paysans. Et ils cherchent à les débusquer. Sur le vif, devant la caméra, on arrête un de ces agents. Mais l'on peut aussi organiser des reconstitutions grossières où les acteurs improvisés ont tendance à surjouer. Il ne faut pas croire que les prisonniers sont aussi bien traités que sur ces images, et interrogés avec courtoisie. Le deuxième bureau, le service de renseignement, pratique aussi des interrogatoires musclés et utilise parfois cet instrument que l'on appelle dynamo ou gégène. Tirant les premières leçons de la guerre révolutionnaire, l'armée a compris qu'il fallait gagner l'adhésion de la population autrement que par la force. L'armée passe à l'action sociale pour s'attacher d'improbables fidélités en prodiguant des soins aux malades du village. De même, elle tente de contrer le Viet Minh sur son propre terrain, celui de la propagande. Des villageois sont par exemple rassemblés pour entendre une harangue anti-Viet Minh. Mais les Français viennent trop tard à la guerre révolutionnaire. Longtemps, ils se sont contentés de jaunir leur armée en incorporant des Indochinois hostiles au Viet Minh. Ils organisent des contre-guérillas avec des partisans issus des ethnies Thaï, Méo ou Moi qui craignent la domination des Viets. Puis, à partir de 1950, le recrutement des supplétifs dans l'armée française est interrompu au profit de la création d'une véritable armée vietnamienne, aux ordres de l'empereur Bao Dai. L'armée française manquant de moyens, il s'agit pour elle de vietnamiser le conflit. Ainsi, la jeune armée vietnamienne, créée et instruite par nous, achèvera un jour l'œuvre de pacification de ce pays magnifique auquel la France a rendu l'ordre et la prospérité. Les jeunes conscrits, que les opérateurs nous présentent comme fatalement enthousiastes, sont formés au tir au fusil mitrailleur et au mortier, à la conduite des chars, au pilotage d'avions de chasse, mais aussi au judo pour les commandos qui connaîtront peut-être le combat rapproché. On apprend à ces commandos à utiliser les armes de l'adversaire, à savoir l'art du camouflage.
Sur terre comme dans l'eau, il faudra revêtir la parure de la nature environnante et se déplacer sans donner l'éveil. Le guetteur Viet Minh est redoutable. Pour lui échapper, on se déguise en buisson flottant et on nagera sous l'eau un tuyau de bambou faisant office de schnorkel. Enfin, pour traverser à pied sec les torrents aux rives escarpées, quelques lianes tressées formeront un pont de singe vite tendu d'une falaise à l'autre. Celui-ci mesure 70 mètres de long. Il franchit la rivière qu'il surplombe de 50 mètres. Baigné dans la clarté d'un crépuscule d'automne, le commando passe le pont de singe avec assurance. Et les rayons du soleil couchant donnent à la scène l'impression d'un ballet bien réglé dont Serge Liffard lui-même admirerait l'ordonnance et l'éclairage. Mais tenir le pays, c'est aussi rester sur place et ne pas se contenter de traverser les villages en colonne. Des postes plus ou moins grands poussent comme des champignons sur toutes les routes du pays. Certains accueillant même la famille, femmes et enfants des supplétifs indigènes. Mais la multiplication de ces petits postes disperse les forces françaises et forme des cibles vulnérables. De plus, il n'empêche ni les embuscades, ni le minage des routes ou la destruction des ponts. On pourra montrer avec quelle rapidité le génie reconstruit un pont abattu. On ne dira pas que c'est peine perdue, que demain il sera de nouveau dynamité. Ce qui se gagne le jour est perdu la nuit. Les postes n'étant pas efficaces pour barrer la route aux troupes Viet Minh, l'armée mise à partir de 1952 sur la stratégie des camps retranchés. Installés en des zones stratégiques, ces derniers regroupent les forces françaises au lieu de les disperser. Leur but est de bloquer l'armée de Giap et de tenir le terrain. Et rien de mieux pour tenir que de s'enterrer selon la bonne vieille méthode des tranchées de 14-18. Se croit-on vraiment en Indochine sur ces images, où pour la caméra, les soldats courent à leur poste de défense pour repousser une attaque imaginaire? À 12 000 km de la France et à 40 ans de Verdun, voilà bien une grande guerre exotique et familière à la fois. Le quotidien déprimant de la vie dans ces postes reculés est très rarement montré. Pas plus que la vie de caserne, qui visiblement n'intéresse personne, car on ne prend la caméra que lorsque l'on part en action. Il y a peu d'images sur ces instants de repos, où l'on se restaure, où l'on écoute Radio France Asie, où l'on se détend en lisant les nouvelles du pays. De ces moments où l'on reçoit le courrier et avec lui les lettres des parents. À quoi rêvent ces hommes qui se dessèchent en poste ou qui se liquéfient en patrouille dans l'enfer vert indochinois? L'écrivain et lieutenant-colonel Jules Roy affirme que les hommes rêvent d'une bonne douche, de bière bien fraîche et de petites femmes. Et rien de mieux pour cela que Saïgon, la Babylone de l'Extrême-Orient. Ce ne sont évidemment pas des choses que l'on montre aux actualités. De Saïgon, on ne verra qu'une ville pacifique, prospère, trépidante et embouteillée. En 1953, Saïgon est une ville moderne, propre, bien éclairée, dotée de belles avenues ombragées. Rien sur les bars et les tripots. Rien sur les établissements du quartier Cholon, le parc à Buffles, l'Arc-en-Ciel ou le Grand Monde, qui sont pourtant les plus grands cabarets et bordels de toute l'Asie. On n'évoquera pas non plus les congailles, jeunes femmes que l'on achète pour une semaine ou plusieurs mois. De prostituées, elles deviennent souvent les concubines et parfois même les épouses de soldats qui vivent avec elles de véritables histoires d'amour. Mais pas question de lever le voile sur ce versant d'humanité des soldats.
c'est pourtant dans les bras des femmes et dans les vapeurs d'alcool et d'opium que les hommes cherchent à oublier le sentiment d'abandon que leur inspire la métropole. En 1953, après 8 ans de guerre et d'enlisement, le pouvoir politique cherche une porte de sortie. En avril 1954, doit s'ouvrir la conférence de Genève avec la Grande-Bretagne, les États-Unis, la Chine et l'URSS pour trouver une solution aux problèmes coréens et indochinois. Pour la France, il est nécessaire d'y arriver en position de force, et donc de remporter d'ici là une victoire éclatante sur le Viet Minh. Un nouveau commandant en chef est nommé, le général Navarre. Ce dernier choisit le site de Dien Bien Phu, une cuvette entourée de montagnes, pour y installer un camp retranché. Un hérisson qui doit bloquer la progression des forces du général Giap et le contraindre enfin à livrer bataille. Ce que Jules Roy appelle le pot de chambre de Dien Bien Phu doit être un piège pour l'adversaire, mais les Français ne se doutent pas que ce piège se refermera sur eux. Tout avait pourtant bien commencé. Le 20 novembre 1953, 5000 parachutistes prennent le contrôle de la vallée au cours de l'opération Castor. L'opérateur André Lebon est parmi eux. Il filme le ciel constellé de centaines de parachutes. Parmi ces soldats français, Bijard, qui commence à se faire un nom. Lebon montre les parachutages de matériel lourd, et notamment de bulldozers, pour construire une piste d'aviation qui permettra de ravitailler le camp retranché. Il capte aussi les brefs affrontements avec le Viet Minh qui doit céder le terrain devant la force de l'assaillant. C'est une réussite. Aux actualités de l'armée, le commentaire est triomphant. En une semaine, la position de Dien Bien Phu est fortifiée, puissamment armée. Sa situation géographique, ses caractéristiques climatiques en font une forteresse facile à défendre et un des meilleurs terrains d'aviation du sud-est asiatique. Durant 3 mois, le camp retranché de Dien Bien Phu est visité avec admiration par une kyrielle de personnalités. Le ministre de la Défense René Pleven, des généraux américains et surtout le général Navarre font le déplacement. Ils inspectent ce dédale de tranchées, de boyaux, de casemates et de fortins qui portent de doux noms féminins. Eliane, Huguette, Claudine, Isabelle. Le Viet Minh n'a qu'à bien se tenir. Nous nous battrons comme à Verdun, lance même le lieutenant-colonel Gaucher, qui pense que la bataille sera rude, mais que les Français ne plieront pas. Il ne croit pas si bien dire. Dien Bien Phu, ce sera effectivement un Verdun tropical, un enfer, mais sans renfort et sans repli possible. N'oubliez pas, pensez à vos camarades qui luttent à 13 000 km de leur patrie. Ils luttent pour vous et souvent leur sang coule. Pensez à ce que sera leur Noël de combat dans l'herbe à éléphants des montagnes Thaï ou dans la boue des rizières. Pensez à ceux qui seront blessés. Le plus beau cadeau de Noël que vous devez leur faire, c'est un peu de votre sang. Venez au centre de transfusion sanguine. Cela vous coûtera bien peu. La vie de ces hommes vous attend. Donnez votre sang pour ceux qui répandent le leur sur les champs de bataille de l'Indochine. Depuis décembre 1953, Giap concentre ses troupes autour de la cuvette et s'installe en force sur les crêtes des montagnes entourant le camp français. Désormais, celui-ci est cerné, encerclé, et seulement relié à l'extérieur par sa piste d'atterrissage. Navarre avait envisagé cette éventualité, mais il ne l'avait pas redouté. Il ne croyait pas à la possibilité de faire monter de l'artillerie au sommet de ces pentes abruptes et escarpées.
il a sous-estimé le général Giap. Non seulement celui-ci est maintenant à la tête d'une véritable armée, équipée par la Chine maoïste et par l'Union soviétique, mais il réquisitionne des dizaines de milliers de porteurs pour acheminer le matériel militaire. À pied, en camion ou en bicyclette chargées chacune de 200 kg de ravitaillement ou de munitions, les Vietnamiens rassemblent leurs forces. Avec des treuils ou la force des bras, les canons de 75, les caisses d'obus, gravissent mètre après mètre les pentes escarpées des montagnes de Dien Bien Phu. Le 13 mars 1954, Giap donne l'ordre d'attaquer. À la grande surprise des Français, c'est un déluge de feu qui s'abat sur eux. Bientôt, la piste d'atterrissage est inutilisable. Les 10 000 hommes sont désormais coincés. Ils ne peuvent compter que sur les parachutages de renforts et de munitions. Mais les caprices de la météo et les tirs de DCA de l'ennemi rendent ces parachutages compliqués. De ces 2 mois d'enfer qui rappellent les pires heures de la guerre des tranchées, où l'on se bat dans des trous d'obus, dans la boue, au corps à corps parfois, il n'existe pas ou peu d'images françaises. Blessé dès les premiers jours de l'attaque et amputé de la jambe droite, le cinéaste André Lebon est évacué par avion avec son matériel. Le photographe Raymond Martinoff est tué pendant les combats. Mais Pierre Schoendorfer, bien que blessé par balle le 8 mars 1954, se fait parachuter le 18 mars avec une vague de renforts. On lui dit que l'affaire est pliée et que le camp retranché est condamné. Mais il ne veut rien savoir. On me disait « c'est foutu, n'y va pas », mais il fallait que je sois là. Tenant sa caméra comme une mitraillette, selon l'expression du colonel Langlais, il veut en être. Témoigner. Pour être avec eux jusqu'au bout dans l'épreuve. N'est-ce pas enfin la grande bataille frontale entre les deux armées? Celle que les Français attendent depuis si longtemps. Jusqu'au 7 mai, à 17h30, il n'a cessé de filmer l'épouvantable bataille de Dien Bien Phu et la résistance désespérée des Français dans une situation intenable. Mais comme un soldat avec son fusil, Schoendorfer doit détruire sa caméra et ses films pour qu'ils ne tombent pas entre les mains de l'ennemi, ne conservant que quelques bobines qui lui sont finalement confisquées. Et l'on doit se contenter de ne voir la bataille qu'avec les yeux du vainqueur, ceux du Viet Minh. En réalité, ces images n'ont pas été tournées pendant le combat. Ce sont des reconstitutions, des compositions théâtrales qui doivent servir à vanter l'héroïsme des Vietnamiens et à célébrer la guerre populaire. Derrière la caméra, un maître du film de propagande, le cinéaste soviétique Roman Karmen, celui-là même qui a couvert la bataille de Stalingrad ou mis en scène la prise de Berlin. Appelé pour célébrer cette nouvelle victoire du communisme, il connaît son métier.
Il fait par exemple évoluer en forme de S les colonnes de prisonniers français pour donner l'impression d'un flot continu de captifs. Il avait déjà fait ça en 1943, à Stalingrad, avec les colonnes de prisonniers allemands. Peu de gros plans chez lui, l'héroïsme n'a pas de visage. C'est le peuple, collectivement, par son endurance et sa détermination, qui a gagné la guerre. C'est ce qu'il entreprend de montrer dans ses films. Malheur aux vaincus. Les images de la libération des prisonniers français en disent long sur ce qu'ils ont subi durant les quelques mois de leur captivité. En comptant les renforts parachutés, 15 000 hommes ont combattu à Dien Bien Phu, contre un assaillant 5 fois plus nombreux et surtout mieux équipé. 3 000 soldats sont morts, 2 000 ont déserté, des supplétifs Thaï surtout. Et sur les 10 000 prisonniers, la moitié sont des blessés. Tous ne pourront pas supporter la marche forcée à travers la jungle pour rejoindre leur camp de prisonniers. Dans les camps, au milieu de la jungle, le taux de mortalité atteint des sommets. Le typhus, les fièvres, la dysenterie, la gale, les poux, les hépatites ont raison de captifs sous-alimentés qui ne touchent qu'1 ou 2 bols de riz par jour. À l'ouverture des camps, seul 1/3 des prisonniers de Dien Bien Phu sont encore en vie. Pourtant, dans les rares lettres que les gardiens remettront à la Croix-Rouge, les détenus doivent écrire qu'ils vont bien et qu'ils sont bien nourris. Mais les camps du Viet Minh sont des mouroirs. Ces détenus épuisés sont en plus soumis au bourrage de crâne, à la rééducation politique, où chacun doit faire son autocritique de valet du capitalisme. Les soldats africains sont tout particulièrement choyés par les instructeurs politiques qui cherchent à leur ouvrir les yeux sur leurs conditions de dominer. Au final, les prisonniers libérés, après la conférence de paix de Genève en juillet 1954, ont surtout l'air de cadavres. Décharnés, les yeux enfoncés dans leur orbite, ces jeunes hommes n'ont plus que la peau sur les os. Pierre Schoendoerfer, libéré avec le photographe Daniel Camus, s'en est visiblement mieux sorti. Mais c'est parce que le cinéaste soviétique Roman Karmen, qui a visionné ces bobines confisquées, a tenu à le rencontrer et à lui épargner le pire. Le photographe Jean Perrault, lui, ne reviendra pas. Cet ancien déporté, qui s'était promis de ne plus jamais connaître la captivité, disparaît au cours d'une tentative d'évasion en compagnie de Schoendoerfer qui est repris. Il était l'ami, le grand frère, celui qui m'a tout appris, dira plus tard le cinéaste. Ces revenants, qui s'en retournent en France où tout le monde se fout éperdument de leur sort, ont le sentiment d'avoir été des prisonniers abandonnés, après avoir été des combattants oubliés. L'armée est donc blessée et remontée contre le pouvoir politique, qui a mené une guerre honteuse, sans se donner les moyens de la gagner, et sans oser faire la paix. Quant aux opérateurs cinématographiques, ils sont finalement à l'image de cette guerre sans véritable stratégie. Ils ont tourné de belles images, mais ils n'ont pas su entraîner l'adhésion, à commencer par celle des Français.
La chute du camp retranché de Dien Bien Phu règle donc définitivement le problème de la présence française en Indochine. Dans l'opinion, c'est la stupéfaction. Les actualités n'ont-elles pas affirmé durant 8 années que les militaires français gagnaient la guerre, que les soldats Viet Minh étaient des lâches qui se dérobaient au combat? À force de ne parler que de supériorité en dissimulant les revers, la communication d'État n'a fait qu'accentuer la surprise. La réalité a brutalement rattrapé les images. Suite à la conférence de Genève, le Vietnam est coupé en 2 États. Au nord, l'État communiste sous la direction de Ho Chi Minh. Au sud, un État pro-occidental où les États-Unis remplacent déjà les Français dans le rôle du grand frère protecteur. Entre ces 2 Vietnams, la guerre reprendra bientôt. La défaite de Dien Bien Phu encourage les nationalistes d'Afrique du Nord à passer à la lutte armée. Quand les premiers coups de feu résonnent en Algérie, en novembre 1954, 6 mois seulement après Dien Bien Phu, l'armée jure que cette fois-ci elle ne sera pas prise au piège. Contre les Félagas, que les soldats appellent les Viettes dans les premiers temps, comme s'ils combattaient le même ennemi, c'est la guerre révolutionnaire qui se rejoue. Tirant les leçons de l'Indochine, l'armée est bien décidée à faire la guerre autrement. Et elle a filmé autrement. Le cinéma, c'est un château de Kafka. Pour pouvoir y rentrer, il faut déjà être dedans. Et donc, toutes les portes étaient fermées. Et à un moment donné, je lis dans un article de Bomberger que Georges Kowal, un sergent, avait été tué en Indochine et racontait quel personnage il était et ce qu'il avait fait en Indochine. Et l'article suivant était sur l'ensemble des photographes et caméramans qui étaient en Indochine. Et je me suis dit, ça c'est peut-être ma dernière chance. Peut-être que cette porte s'ouvrira. Je me suis demandé comment on pouvait rentrer au service cinématographique des armées. Il fallait s'engager, volontaire pour l'Indochine et tout ça, ce que j'ai fait. Ils m'ont essayé, et puis ils ont dit, bon ça marche, on l'envoie. Ce qui était ma chance, hein, parce que ça m'a ouvert vraiment le cinéma que j'ai vraiment découvert en Indochine. Capturer exactement le moment important. Ça, c'est une bonne leçon. Les gens qui, par la suite, avaient des caméras magnétiques, ils pouvaient tourner pendant des heures, ça n'avait pas d'importance, si on pouvait choisir après ça. Tandis que nous, on était vraiment aux aguets. On disait, attention, c'est le moment, je tourne. Quelquefois, on loupait le moment, mais ça aiguisait le regard. Et alors à l'époque, on tournait avec des films, ce qu'on appelait des films feu, hein, ils pouvaient brûler. Et quand Dien Bien Phu, j'ai détruit et ma caméra et mes films, je leur ai mis le feu. Et ça brûlait à toute vitesse, c'était très, très dangereux dans les salles de montage. Hein. C'est drôle, le crabe-tambour. Cette guerre se faisait dans un pays qui est magnifique. Elle est pour moi un des plus beaux pays du monde. Donc on a essayé aussi de rendre cette beauté. C'était une époque où le noir et blanc était dans toute sa splendeur. On avait des nuances dans les gris inimaginables.
Alors on était par couple. Il y avait un photographe et un caméraman ensemble. Et moi, celui qui était mon mentor, qui a été mon grand frère et mon meilleur ami, qui m'a tout appris sur la guerre, il s'appelait Jean Perrault. Il était à son 2e séjour. Il avait été déporté, donc il avait une expérience de la vie extraordinaire. Et il me l'a légué, ça. Et j'ai fait presque toutes mes opérations avec lui, sauf une parce qu'il était malade, il avait attrapé une jaunisse, il était à l'hôpital. Mais sans ça, c'est lui qui m'a appris la guerre. Ça, c'est un de mes premiers films. J'avais pas encore vraiment mon outil en main. Mais on voit l'équipement des gens, les uniformes sont tous un peu dissemblables. Ça montre, c'était une guerre de pauvres, la guerre d'Indochine. Et ça, c'est moi, en train de mastiquer je ne sais quoi. Après une longue marche, on se repose. La guerre, c'est marcher, marcher, marcher. À l'occasion, on fréquentait, et pas moi, l'ensemble de mes camarades, cette bande de photographes et de caméramans, on fréquentait un empereur et 2 rois, Sihanouk et Sissamangbong, le roi du Laos. Lors des opérations, on était avec les soldats et par la suite, quand on était prisonnier, on a connu le fin fond de la misère humaine. Donc c'était une expérience formidable. En 3 ans, il y a de quoi remplir une vie. Ah, ça c'est une opération avec le premier BEP, le 8 mars, c'est là où j'ai été blessé, le 8 mars 54. Alors, vous allez voir, il y a toute une série les Viettes jettent des grenades. Il va être blessé, celui-là. Voilà. Et c'était sur la côte 781, on a essayé de repérer où ils avaient mis leurs canons, mais ils les protégeaient bien, donc on n'a pas pu arriver jusqu'au sommet de la côte 781. Là, il y a eu pas mal de morts et de blessés. Alors ça, c'est les plans de coupe, vous voyez, ce n'est pas en combat, je les ai fait comme ça pour me dire, ça peut s'introduire dans le montage. Alors c'était tourné avec cette horrible caméra, on voit que moi je n'avais pas du tout la réflexe. Donc vous voyez, tout ce côté-là, on ne sait pas ce qui se passe. Et c'est le côté, il y a donc le côté droit, une zone dangereuse, parce que vous ne pressentez pas ce qui peut vous arriver, vous pouvez vous faire tuer. Quand j'ai eu par la suite le Bellowell, j'étais beaucoup plus à l'aise. Le Bellowell, je crois, pesait 7 kilos. C'est le poids d'un fusil mitrailleur. À Dien Bien Phu, on a reçu l'ordre de détruire nos armes. J'ai détruit, moi, ma caméra. Et de détruire mes munitions. Détruire nos munitions, moi, j'ai détruit tous mes films. Sauf 6 bobines que j'ai gardées parce que je voulais m'évader et que je pensais pouvoir les planquer avant de m'évader. Ce que j'ai réussi. Puis je me suis évadé avec mon ami Perrault. Moi, j'ai été récupéré assez vite. Ils nous ont tiré dessus. C'était la nuit, on avait sauté. On était dans un camion, on avait sauté. Enfin bref, je ne vais pas raconter tous les détails. Mais donc, moi, j'ai été repris. Et Perrault, lui, a disparu. Et on n'a plus jamais entendu parler de lui. Il n'a pas été tué, là, pendant le tir. Mais il a disparu. Et alors, les Viettes ont trouvé dans mon sac les 6 bobines que j'avais gardées, que j'estimais les meilleures. Je ne savais pas exactement, j'avais gardé ce que je considère le plus important sur la bataille de Dien Bien Phu. Et il y a un cinéaste russe, Roman Karmen, qui filmait pour les Viettes et qui m'a dit qu'il avait vu mes films. Et il m'a dit ce qu'il y avait dedans. Quand j'ai fait Dien Bien Phu, le film, 40 ans plus tard, j'ai dit aux Viettes, j'aimerais bien les retrouver quand même, ces films, vous devez les avoir dans vos archives. Et vraiment, ils ont fait tous les efforts qu'ils ont pu pour essayer de les retrouver.
ils ne les ont pas retrouvés. Donc je pense que le Russe a dû les mettre dans sa poche et qui sont dans le stock en URSS, enfin en Russie maintenant. Quand on filme la guerre, au départ on se dit je vais filmer l'ennemi, je vais le voir et je vais le filmer. Or, en fait, c'est pas ça. Ce qu'il faut, c'est filmer les soldats avec lesquels on est. Parce que filmer l'ennemi, si l'ennemi vous voit, il vous tire dessus. Par contre, ce qui est intéressant, c'est comment les hommes se comportent. Non seulement pendant la bataille, qui est des moments quelquefois très courts, quelquefois très longs, comme à Dien Bien Phu, ça a duré 56 jours et 57 nuits. Filmer ces soldats, voir comment ils se comportent, comment ils vivent, comment ils mangent, comment ils dorment, comment ils s'amusent, Et c'est ça, c'est un monde dans lequel il y a une solidarité qui s'établit, forcément, quelles que soient vos opinions sur la guerre qui est menée, vous êtes solidaire des soldats avec lesquels vous êtes. Par la force des choses et par le fait que vous partagez l'essentiel avec, en plus, cette menace de la mort autour de vous. Sur le terrain, personne ne nous donnait les ordres. C'est-à-dire qu'on était des soldats, il fallait faire attention, on était sous les ordres, soit d'un sergent, si c'était un petit groupe, soit d'un lieutenant, soit d'un capitaine, soit d'un commandant quand c'était avec un bataillon. On était sous ses ordres. Mais on était libre de filmer ce qu'on voulait. Personne ne nous disait « non, vous n'avez pas le droit de faire ça », ça c'est pas vrai. Alors ce qu'a donné de ce qu'on tournait ne dépendait pas de nous, c'était envoyé à Paris. Et à Paris, les montages se faisaient par les maisons d'actualité. On n'avait donc pas la responsabilité finale. La responsabilité sur le terrain, c'était de filmer et rendre compte de ce que nous voyons. Et ce que voit un œil, c'est quand même la vérité. En tout cas, c'est un des versants de la vérité, une des parties de la vérité. Et ça, on en était d'une certaine manière conscient. Et notre mission, c'était justement de rendre compte par l'image. Il y a les efforts physiques, la fatigue, la sueur, les larmes à l'occasion, l'épuisement. Vous pouvez avoir la mort brutale ou la blessure. Et là, il y a une limite, en tout cas que moi, je ne peux pas franchir. Je me rappelle très bien quand ça s'est posé une fois, il y avait un soldat magnifique, c'était un sergent en chef de parachutiste, qui avait sauté sur une mine. Et il avait les deux jambes arrachées, enfin presque, c'était une horrible blessure. Et il était très lucide, et il savait qu'il allait mourir. Il y avait un médecin à côté de lui qui s'appelait de Carfor. Il y a une photo qui est faite de Carfor, le type, on voit à peine le blessé, mais de Carfor qui se rend compte qu'il ne peut rien pour cet homme. Et il a parlé à 2 ou 3 de ses copains. Et moi, je me suis éloigné parce que je trouvais que la mort de ce type n'appartenait pas au grand public, au public qui allait voir mes films. Ça appartenait à ses camarades et à lui. Ça, c'était son moment à lui. Et que je n'avais pas le droit de... Alors, je pouvais le filmer de très loin. Hein. C'est-à-dire, on sentait ce groupe autour d'un blessé, mais je ne voulais pas me rapprocher. J'aurais été honteux de moi-même si je m'étais rapproché j'aurais eu pas l'impression d'être voyeur, pire que ça. Donc voilà, ça c'est les limites que je trouve infranchissables. Une des limites, puis il y en a d'autres.
Cette ville, assise de l'autre côté du fleuve Rouge, au milieu des rizières du delta, c'est Hanoï, la capitale du Tonkin. L'un des bastions du monde libre en Asie, l'une des villes aussi dont on parle le plus dans l'univers et dont on a prédit plus d'une fois la chute et la destruction. Hanoï est toujours debout. Ses habitants vivent en paix. Ses rues et ses avenues sont animées. On y circule librement. Et cependant, presque chaque soir à Hanoï, on entend le canon. Dans l'Indochine en guerre, la bataille a fait rage au Tonkin et la France mène là, de l'autre côté des Indes, à 13 000 km de Paris, un des plus grands combats de son histoire sur une terre où les hommes respirent mal, sous un climat dur. Contre quel ennemi? S'il n'apparaît pas sur l'écran, c'est qu'il se terre comme d'habitude quand il n'est pas en force et qu'il attend la nuit pour bouger. Ces routes, ces rizières vides, ces collines et ces vallées ont été des champs de bataille sur lesquels on veille encore. Ces ruines ne sont pas l'œuvre du temps, mais de l'ennemi contre lequel se bat le corps expéditionnaire. Ces morts ont été abandonnés par l'ennemi dans les barbelés d'un poste attaqué. Ces populations malheureuses fuient leurs villages en flammes et leurs champs dévastés par la guerre et la domination du Viet Minh qui prend leurs riz et leurs fils. La
L'armée française aussi paie cher cette guerre qu'elle mène pour remplir ses engagements internationaux et pour maintenir l'Union française en défendant l'indépendance nouvelle du Cambodge, du Laos et du Vietnam. Quant aux morts, il ne servirait à rien de les cacher. C'est en automne 1950 que la véritable bataille du Tonkin a commencé, par des revers. Le harcèlement que le Viet Minh exerçait sur nos troupes depuis des années s'est transformé soudain en une offensive dont on n'avait pas prévu qu'elle serait si rude. D'un seul coup, tout le Tonkin s'est cru perdu. Et les défenses qu'on établit en toute hâte ne semblaient plus capables de stopper un ennemi grisé par son succès. Pour arrêter la catastrophe, il fallut envoyer en Indochine un homme assez courageux pour jouer son prestige sur un terrain difficile et assez grand pour forcer la victoire. La situation était grave, elle devint tragique le 14 janvier 1951 à Vignelles. Dans la nuit du 12 au 13 janvier, du vendredi au samedi, ça a commencé sur la droite. Ce fut une bataille dont Delattre reconnut l'importance décisive et qu'il gagna à l'emporte-pièce parce qu'il n'avait pas le droit de la perdre, car c'était le sort du Vietnam qui se trouvait en jeu. Pour la première fois de cette guerre, le Viet Minh lançait à l'attaque 3 divisions bien instruites, bien armées et bien commandées. Delattre comprit que la guerre venait de changer de rythme. Il survola le champ de bataille en avion, gagna les postes de commandement avancés, interrogea les hommes qui avaient échappé aux premiers assauts, puis il se recueillit et il donna ses ordres. Il manquait d'hommes et il alla les prendre où ils étaient. Il préleva 7 bataillons sur l'ensemble de la Cochinchine et de l'Annam. Et comme il manquait aussi de temps, il réquisitionna tous les avions civils pour jeter en 48 heures des forces neuves devant un ennemi déjà sûr de son succès. À peine débarquées, de jour et de nuit, les troupes furent transportées en camion sur le champ de bataille, par des routes minées, au pied des collines, d'où déferlait l'ennemi vers la citadelle de Vignelles. Ce qui n'était pas imaginable devint soudain réalité. Ce n'était plus un général français qui livrait combat. C'était le génie même de la guerre qui rusait, cognait, bondissait et retourna la situation devant les divisions ennemies stupéfaites. Ho Chi Minh avait promis à ses hommes qu'il fêterait le Tet, c'est-à-dire le nouvel an vietnamien, à Hanoï. Seulement depuis décembre, les données du problème n'étaient plus les mêmes. Le corps expéditionnaire n'avait pas reçu de renfort, au contraire, mais l'âme de l'armée avait changé. Delattre commandait. Ses ordres étaient transmis et ils étaient exécutés à tous les échelons avec ardeur. Et la fortune des armes changea de camp parce qu'un homme lui fit rebrousser chemin. Les seuls soldats du Viet Minh qui passèrent les fêtes du Tet à Hanoï furent des prisonniers. La guerre s'éloigna des tours de la cathédrale d'Hanoï. Le canon qui avait grondé pendant des semaines se tut. Dans le monde entier, l'étonnante nouvelle alla démentir la défaite annoncée trop tôt. Hanoï était sauvé, la défaite annoncée trop tôt. Hanoï était sauvé, Hanoï respirait, Hanoï se remettait à vivre.
Cinglé par son échec en race campagne, 3 mois plus tard, le Viet Minh chercha une seconde fois le combat, menant à la fois des attaques frontales massives près des montagnes où il pouvait se réfugier et une action de guérilla sur nos arrières. En juin, 3 divisions se jetèrent encore à l'assaut par le sud-est. La grande occasion était passée. Le succès de Vignène avait donné à l'armée française une arme de vainqueur et le temps de s'adapter aux nouvelles méthodes de l'adversaire. Et surtout, il y avait de l'art. Il n'était pas seulement l'espérance, il était la foi. Et c'est la foi qui change les hommes. La foi et la volonté, tels doivent être les mots d'ordre de tous. Aux jeunes officiers, il disait, ce n'est pas pour les colonels que je suis venu, mais pour vous. Le Viet Minh ne pouvait plus gagner parce que Delattre avait fait mieux encore que d'électriser ses troupes. Il leur avait donné son propre fils. Il avait accepté le plus grand sacrifice qui puisse être demandé à un homme, qui n'est pas de mourir, mais de voir mourir son fils unique presque sous ses yeux et dans l'œuvre même de ses mains. Et les honneurs rendus aux dépouilles mortelles de Bernard Delattre et de ses compagnons s'adressaient à tous ceux qui partagent la charge la plus lourde de cette guerre. Delattre fit le voyage d'Amérique pour placer la guerre d'Indochine sur le plan international, pour que la France obtienne de ses alliés, par une compréhension meilleure, une coopération accrue. La guerre d'Indochine n'était plus la guerre coloniale d'une puissance européenne refusant de perdre un empire. C'était la guerre dans laquelle la France défendait ses propres frontières aux avant-postes de l'Asie contre un ennemi qui la menaçait déjà en Europe. Et la France défendait en même temps en Indochine une partie vitale du monde libre, exactement comme les Nations Unies en Corée. C'était enfin la guerre du Vietnam pour le Vietnam. L'Amérique fut émue et le matériel débarqua en masse dans les ports indo-chinois. Peu après, le général Collins, chef d'état-major de l'armée américaine, venait rendre sa visite à Delattre. Novembre 1951, la guerre change de face. Le corps expéditionnaire ne se contente plus de briser les offensives ennemies. Il attaque, non pas dans la banlieue d'Hanoï ou pour réduire les infiltrations qui s'étaient produites à l'intérieur du delta, mais à 60 km au sud-ouest, sur un point où personne ne l'attendait. Delattre fonça sur Hoa Binh et s'y installa pour y attirer l'ennemi. Dans une cuvette entourée de collines et de montagnes, les groupes mobiles qu'il fallut ravitailler par avion lorsque la route fut coupée soutinrent pendant 3 mois les assauts furieux du Viet Minh qui sentait la victoire lui échapper. Le combat fut dur, mais il coûta 35 000 hommes au Viet Minh qui étaient enfin accrochés. Cet adversaire qui, depuis l'été, rompait sans cesse devant nous, était tombé dans le piège et subissait les coups terribles que nous lui portions. Quand le résultat cherché fut atteint, les groupes mobiles furent retirés sans casse, grâce à une manœuvre hardie qui surprit totalement l'ennemi. La maladie seule put abattre Delattre. Avec le premier maréchal qu'elle donnait à son armée nouvelle, la France n'était pas seule à perdre un grand soldat et un homme de fer et de feu. Le Vietnam perdait aussi l'un des héros de son indépendance. Et maintenant que l'histoire de cette guerre depuis l'automne 1950 est schématiquement fixée, la caméra va essayer de vous montrer en une seule bataille ce qu'a été et ce qu'est encore la bataille du Tonkin, qu'il s'agisse de repousser le Viet Minh ou de le détruire dans les zones où il s'est introduit. Voici déjà que les chars roulent vers leur position de départ et que les troupes vont être transportées par camion et par bateau à travers les rizières et de l'autre côté des fleuves, partout où il faut imposer le combat à un ennemi qui tente de le fuir chaque fois qu'il n'y est pas contraint. Mais alors, il se montre acharné parce qu'il a fanatisé ses troupes et les a convaincus que nous ne faisions pas de prisonniers.
reproche de nos forces est lente, et si nous mettons en œuvre de puissants moyens mécaniques, c'est que le terrain est difficile et que nous sommes économes du sang de nos hommes. Cette bataille qui commence n'est pas Vignenne, ni donc Trieux, ni le Daï, ni Oabine, ni aucune de celles que Français et Vietnamiens ont dû mener pied à pied dans le delta, comme d'ailleurs en Cochinchine et en Annam, pour en chasser le Viet Minh. Mais chaque bataille du Tonkin a fourni ici une image, et chaque combattant d'Indochine s'y reconnaîtra, comme vous reconnaîtrez son existence, ses peines et son courage. L'avion d'accompagnement va survoler le champ de bataille pour éclairer nos troupes. Des aérodromes et d'un porte-avions s'apprêtent à décoller les chasseurs et les bombardiers qui aideront l'infanterie à écraser les résistances. Mais ici, le témoin n'a plus qu'à se taire. Ici, même dans leur sécheresse de documents, les images seront plus fortes que les mots.
La taille s'éloigne. Maintenant que l'ennemi est vaincu, une zone nouvelle se trouve libérée et il faut penser au seul but de cette guerre qui est d'établir la paix et la justice. Il faut étendre aussi le règne de la pitié. Donner un toit à ceux qui n'en ont plus, rassurer les femmes, les vieillards et les enfants que les combats ont effrayés, vêtir ceux qui sont nus, soigner ceux qui sont malades, donner à manger à ceux qui ont faim. Et c'est le rôle des groupements administratifs mobiles créés par le gouvernement vietnamien. Leur affaire, leur mission, c'est bien le retour de la paix dans les villages et dans les cœurs. De l'autre côté de cette rivière, le Viet Minh garde ses barres. Il faut éviter qu'il en sorte à nouveau, et là encore, les armes sont nécessaires pour protéger les paysans. Pour relever les ruines et reconstruire les routes. Il faut garder la récolte de riz que pour continuer sa guerre, le Viet Minh veut enlever à ceux à qui elle appartient. Car le riz est la vraie monnaie du Viet Minh. Il est pour lui le nerf de la guerre. Pour paralyser l'ennemi, il faut mettre la moisson hors de son atteinte. Ainsi, l'œuvre du maréchal de Lattre continue. Pour employer le simple mot des patrouilles, ça suit. Les chefs qui furent ses collaborateurs et qu'il forma commandent le corps expéditionnaire. Le même homme qui était son chef et son ami assure la continuité de la politique française. Mais surtout monte cette armée nouvelle, cette armée vietnamienne, forte déjà de plus de 100 000 hommes que de Lattre a créé parce qu'il a cru en elle. Elle a mérité cette confiance en prenant chaque jour une part plus grande au combat, et l'élite de la jeunesse vietnamienne répond à l'appel qui lui a été adressé. Voyez des hommes, c'est-à-dire, si vous êtes communiste, rejoignez le Viet Minh. Il y a là-bas des individus qui se battent bien pour une cause mauvaise. Mais si vous êtes des patriotes, combattez pour votre patrie, car cette guerre est la vôtre. Elle ne concerne plus la France que dans la limite de ses promesses envers le Vietnam. Et moi qui ai connu et aimé la jeunesse de beaucoup de nations, je dis que la jeunesse de ce pays est à la mesure de cette confiance et des exigences de l'histoire. J'ai confiance en vous. Vous êtes l'espoir qui n'a pas failli et qui ne sera pas déçu. Je crois que le monde sera sauvé par quelques-uns. Je crois que le Vietnam sera sauvé par vous.
Situé dans les régions sèches et lumineuses du Sud-Annam, à 30 km au nord de Nha Trang, Honnekohe, citadelle du sel, où tous les hommes ont mis en commun leur peine et leur joie, rivalise de tous ses champs étincelants de blancheur avec l'éclat d'une mer perpétuellement hachée de soleil. Cinq villages, au destin étroitement solidaire, forment la chaîne des Salines. Chaîne dont les maillons sont soudés par un système de tours et de postes contre lesquels le Viet Minh est désormais impuissant. Lorsqu'on arrive de la mer, une première forteresse nous accueille. C'est la recette des douanes, là où se tient le dispensateur des richesses de Honnekohe, l'unique acheteur de ces 50 000 tonnes de sel, le douanier. Honnekohe a eu son histoire tragique. Par une nuit d'avril 1948, le Viet Minh envahit le poste des douanes. Le receveur, Balesti, réveillé en sursaut, gagna le terrain où une mitrailleuse était toujours prête. Après une lutte sauvage, il succomba sous le nombre. 4 ans plus tard, tout est en ordre. Un miracle a eu lieu, celui de l'énergie collective. Sur 300 hectares de salines, 3000 paysans du sel ont réussi à tisser un réseau de protection si serré que l'ingéniosité du Viet Minh reste en défaut. L'association professionnelle des sauniers a pris la tête d'un véritable mouvement de libération. La volonté de travailler librement, l'esprit d'indépendance ont effacé la division des intérêts individuels. Il fallait des hommes, des armes, du ciment, des briques et avant tout de l'argent. L'association décida qu'une taxe serait perçue pour chaque tonne de sel vendue. Plus de 2 millions de piastres ainsi collectés permirent de construire des postes, des tours et de lever 170 partisans. Mais ce travail de fortification n'est pas le seul que connaissent Honnekohe. En maniant le bambou ou la brique, chacun pense à vivre mieux. Ce village tout blanc, qui ressemble à bien des villages du midi de la France, n'existait pas il y a 2 ans. Et dans la rue principale, on peut voir défiler la chaîne ininterrompue du sel. C'est la sécurité et aussi, à l'échelle du village, la prospérité. Voici le lieu où, après évaporation, l'eau des grandes marées va donner naissance à cette richesse. Pieds nus dans l'eau corrosive, recevant en plein visage la réverbération du soleil, les équipes de racleurs amassent le sel. La qualité est appréciée par un expert. L'année sera bonne. De la table d'évaporation, des porteurs ont transporté le sel au tas central, où peuvent accéder les camions. De la saline à l'entrepôt, la distance n'est pas grande, quelques kilomètres au plus. Autrefois, faute de ne pouvoir les faire en sécurité, le sel restait indéfiniment exposé sur les lieux mêmes de récolte, au grand bénéfice des glaneurs. Maintenant, cette petite route est une véritable rue du sel. Les collines qui la surplombent ne cachent plus aucune embuscade. Le terminus est l'entrepôt de la douane d'Honnekohe. Nous entrons dans un domaine d'activité intense, dont les seules machines sont les camions. Bien que ce mode de déchargement ne semble guère rapide,
Il suffit à pourvoir les 3 grandes plateformes où le sel est conservé jusqu'au moment de l'exportation. 2 de ces plateformes supportent 40 000 tonnes de sel. La 3e, 25 000. Le sel n'arrive pas seulement par camion. De multiples canaux parcourent les salines. Les jonques gagnent la mer libre et viennent décharger au petit port de l'entrepôt. Sampagniers et camionneurs se font une sévère concurrence. Peut-être ne verrons-nous plus bientôt ces belles jonques silencieuses. Les masses de sel sont recouvertes par des paillassons qui les protègent des intempéries. Quand le Viet Minh était encore puissant, il avait essayé d'incendier l'État en mettant le feu aux paillotes. Mais la masse du sel est sa meilleure protection. L'incendie s'est tout fait de lui-même. Comme les trésors de légende, le sel est gardé dans un domaine enchanté où les dragons sont figurés par des tours. La journée finie, à l'immense espace des salines succède cette petite salle où s'entasse la communauté des sauniers pour satisfaire à une vieille passion vietnamienne, le théâtre. Les yeux rougis par la réverbération du soleil pendant le jour se reposent maintenant sur les acteurs d'une traditionnelle pantomime. Demain, le travail quotidien reprendra. Et la longue coulée des jours verra chacun faire les mêmes œuvres, sans que cette monotonie n'éveille aucune tristesse. Un navire est annoncé. La baie de Honnekohe est large et profonde, mais le petit port ne peut accueillir que les barques de pêche. Aussi faut-il conduire le sel assez loin au large. Les sampagniers assurent cette ultime étape du sel. 1000 tonnes peuvent être ainsi chargées par jour. C'est plus que ne peut charger Henri un bateau dans le port de Saigon dans le même laps de temps. Ce sel qui va partir vers des régions que ne connaîtront jamais les gens de Honnekohe assure les 2/3 de la consommation du Vietnam libre. Grâce à lui, plus de 20 millions de piastres entreront dans les caisses de l'État vietnamien. Cela, Honnekohe ne le sait pas. C'est un petit monde fermé, insouciant de l'extérieur. La mer n'est pas pour lui un appel à l'aventure,
mais la source d'une grande richesse qu'il faut capter à force de travail patient. Encore ce travail doit-il être protégé. Mais du grand combat engagé au Vietnam contre l'insécurité et la misère, Honnecohe est déjà sorti vainqueur.